Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un môle de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la Revue des idées pour la civilisation européenne, à l'occasion de la sortie du numéro, je ne me souviens plus de ce numéro, 181, décembre, janvier 2019-2020. Alors, autour de moi, pour présenter ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir François Bousquet. Bonjour Olivier. François Bousquet, rédacteur en chef de notre chère revue, auteur récemment d'un livre paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, Courage, ouais. Voilà, dont nous avons parlé lors de la dernière émission. Mon cher ami, j'allais vous appeler par Nicolas Gauthier, voilà. Oui, j'allais vous appeler Gauthier Nicolas, pour tout vous dire. Donc en fait, non, c'est Nicolas Gauthier. Il ne faut pas confondre le nom et le prénom, même si comme moi, vous avez deux prénoms. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Nicolas Gauthier, bienvenue, bien connu des éditeurs, des spectateurs de TV Liberté. Christophe, André, Alain, Maxime, Christophe, André, Maxime, rédacteur à la Revue Éléments, collaborateur éminent de la Revue Éléments, et ensuite notre cher directeur artistique, Patrick Luzinski. Bonjour Olivier. Voilà, bonjour Patrick. Alors, chers amis, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet, on a envie qu'il y ait des riffs de guitare, on a envie de chanter « Oh yeah, yeah, yeah ». Je ne suis pas du tout un amateur de rock, excusez-moi. Nous allons parler de cette pop anglaise, mais pas de n'importe quelle pop anglaise, non pas de Britney Spears, qui est d'ailleurs américaine, ni des Spice Girls, mais de la pop anglaise, souvent des hommes, mais il y a sans doute quelques femmes, qui s'opposent à la fois au Brexit, à la société multiculturelle, au désordre, ou à la pop réac, les gens qui en ont marre, et qui contestent un petit peu le système, ce qui fait toujours plaisir. Je vais me tourner pour une fois, j'allais me tourner vers François Bousquet, mais je vais me tourner vers Christophe Alain Maxime, puisque vous avez écrit un très bel article dans le dernier numéro d'Éléments sur cette pop culture anglaise brexiteuse. Un article choral. Choral, exactement. Choral, il faut bien le signaler, puisque voilà, dites-moi qui a participé à ce grand article, cette suite d'articles. Notre camarade le camarade Nicolas Gauthier. Le Philippe Manœuvre de Boulevard Voltaire. Oui, c'est vrai. Et puis aussi notre nouvelle chroniqueuse rock, Joséphine, bien sûr. Joséphine. À Send You All My Love, bien sûr. Oui, on a fait un dossier sur, on a appelé ça les rockers Brexit ou les rockers brexiteurs. Alors c'est un petit, on parle effectivement des rockers, des vieux de la vieille, des moins jeunes. C'était aussi un petit prétexte, je crois, pour
pour faire une petite balade, adresser un petit clin d'œil et peut-être même lancer un cri de tendresse à l'égard de nos meilleurs et authentiques frères ennemis, les Grands-Bretons, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Enfin, on ne sait pas très bien comment ils s'appellent, puisque c'est une espèce de paradoxe absolu, ce pays. Ils n'ont pas de constitution, ils n'ont pas de carte d'identité, on ne sait pas comment ils s'appellent, ils roulent du mauvais côté. Donc voilà, c'est un pays qui a une culture populaire en plus, qui nous enchante, qui est exotique et brumeuse pour nous, presque. Alors c'est un petit cliché de dire que les Anglais, c'est à la fois la tradition et la modernité, mais c'est quand même un peu vrai, parce que ce sont des gens qui défendent leur vieille culture, leur identité, et qui ont aussi cette petite folie moderne, voilà. Et on aime bien dire qu'il y a autant de nitroglycérine rock dans un lord anglais que dans un rebelle autorisé. Alors il y a quelques figures intéressantes dont on a voulu parler. Effectivement, il y a le chanteur des Who, Roger Daltrey, qui est un authentique prolo et génie de la musique, qui lui est très engagé politiquement contre le Brexit. Comme on a voulu poursuivre aussi notre petit périple des personnalités anglaises, il y a quelques doudingues et quelques cinglés smart comme par exemple John Cleese, qui n'est pas un rocker mais qui est presque... Rappelez qui est John Cleese. Alors, qui est un rocker d'adoption presque. Alors John Cleese, c'est ce grand anglais qui était un des fondateurs des Monty Python, voilà, qui est une troupe d'humour. C'est un anglais emblématique tel qu'on adore le détester. Voilà, qui en fait. Alors on est dans le nonsense. Effectivement, c'est très anglais. On est dans l'absurde, un absurde avec de l'élégance. Il faisait des émissions télévision à la BBC, il y a des sketchs très drôles sur les marches stupides, les combats contre les fruits frais. Puis ils ont fait du cinéma également. Ils ont fait une adaptation un peu comique étrange du mythe arthurien avec Sacré Graal, et également ils ont fait la vie de Brian, qui est marrante. Et alors John Cleese, lui, qui maintenant habite un peu aux États-Unis, qui n'est pas politiquement, qui est plutôt un libéral, hein, qui est libéral-démocrate en fait. C'est pas du tout un souverainiste ou un homme de droite ou conservateur. Il fait des déclarations tout à fait farfelues et violentes. C'est un homme qui correspond bien à cette image des Anglais, qui est à la fois un peu martial, très grand et en même temps complètement déglingué. Il a fait notamment sur les comptes sur les réseaux sociaux. Il est très critique envers l'Union européenne. Il est très sceptique. Il trouve que la ville de Londres n'est plus du tout britannique. Et en fait, il a proposé une espèce de micro-programme politique tout à fait étonnant. Il a appelé effectivement à ce que l'Angleterre quitte l'Europe, et il veut détruire la Constitution, je ne sais pas quoi, la brûler, et tout simplement pendre Juncker, voilà, ce qui est très étrange. C'était plutôt donc quelques figures comme ça. Bonne nouvelle. Voilà, donc on parlait effectivement peut-être Daltrey, tout ça. Il y a Clapton aussi. Oui, alors parlez-nous d'Eric Clapton, parce que je crois qu'il a été un peu un initiateur de ce mouvement. Oui, alors déjà, l'histoire de lever un malentendu, un cliché qu'on voit souvent dans le milieu de droite, c'est pas parce qu'on est chevelu, qu'on fume des joints, qu'on est forcément de gauche. La preuve en est par le nombre de nos rockers britanniques. Il faut savoir une chose, c'est que pour ce qu'on appelle les lads là-bas, les enfants vraiment de la classe ouvrière, si on veut s'élever, il y a deux possibilités, le football et le rock. Et ce qui fait que le nombre des eurosceptiques anglais musiciens viennent, oui, de la classe ouvrière. Roger Daltrey, il a fait les Who pour fuir l'usine. Et il raconte dans son autobiographie, qui est très très intéressante, il passe son temps à houspiller les trois autres, surtout le compositeur Pete Townshend, qui passait son temps à fumer des cigarettes qui vont rigoler dans la chambre payée par ses parents. Il travaille, parce que si tu ne travailles pas, moi je repars à l'usine directement. Vous savez, Eric Clapton, avant de se lancer dans la musique et faire la carrière qu'on sait, son grand-père qui l'avait élevé, il dit « Bon, la musique, pas très sérieux, mais je vais t'apprendre un vrai métier, tu seras maçon. Et si jamais ça ne marche pas, tu auras un vrai métier entre les mains. » Et Clapton dit aujourd'hui, lui, qu'il pourrait il pourrait encore monter un mur en parpaing. Et il a été effectivement initiateur, c'est en 1978, là on a un concert en Angleterre. Il s'arrête entre deux morceaux et il commence à haranguer la foule en disant « Oui, je ne reconnais plus le pays qui m'a vu naître, il y a trop d'étrangers, votez Enoch Powell. »
Et Enoch Powell était une sorte de Le Pen anglais avec un petit peu... Une sorte de Le Pen anglais en plus mince, qui ressemblerait à Renaud Camus. Et à Tolkien en même temps. Et donc, et ça a fait un tollé. Alors Clapton, après, s'est excusé, mais de façon tellement biscornue. Il a dit qu'il était bourré, ça, on peut le croire sur parole. Et quand on lit les livres qui ont lui été consacrés, ainsi que ses mémoires, on dit oui, j'ai peut-être été maladroit dans ma formulation, mais quand je vois ce que l'Angleterre est devenue, je pense que j'étais un précurseur. Ah oui, donc il assume quand même ses propos. Et ce qui est étonnant, en 1978, l'Angleterre était encore assez européenne. Pourtant. Le discours de Powell, 50. Les années 50. C'est un précurseur. Renaud Camus dédicace ce grand remplacement à deux figures, Jean Raspail et Enoch Powell. L'auteur des discours des fleuves de sang, années 50, où il alerte, déjà c'est le camp des saints avant le camp des saints. D'accord, dès les années 50. Voilà, c'est bien. Et pour revenir sur Daltrey, lui, sur le Brexit, il est très clair, l'Europe c'est un tas de merde, Juncker est un abruti. Bon, il s'exprime. Et un alcoolique, paraît-il. Un tas de branleurs, je crois. Oui, un tas de branleurs. Il y a eu aussi John Lydon, le chanteur des Sex Pistols, qui tient sur le système des propos assez peu amènes, mais lui, c'est la double punition, parce que non seulement il est irlandais, en plus il est pauvre. Donc, à propos d'Irlandais, on peut parler aussi peut-être de Morrissey. Alors, oui, ça vous intéresse. Oui, alors, Morrissey, il y a une querelle, je sais, entre vous, puisque toi, vous êtes plutôt un claptonien. Oui. Et Christophe, lui, Morrissey, c'est vraiment, on va dire, pour résumer, c'est la pop blanche. Eric Clapton, c'est du blues. C'est du blues blanc. Voilà, comme vous avez les Beatles, c'est vraiment de la pop européenne, les Stones, c'est du blues blanc. Alors parlez-nous un peu de Morrissey. Alors dommage, malheureusement, j'ai pourtant essayé de faire venir notre camarade Joséphine Briffet, l'appelant parfois à 3h du matin, la réveillant, allant taper à sa porte, etc. Hurlant, Joséphine, comme ça. Enfin bon, c'était très difficile, Henri. Voilà. Ne révélons pas aux téléspectateurs la vie commune. Alors, en tout cas, Joséphine Briffet a consacré un très bel article, un article à Morrissey. Oui, alors présentez-nous Morrissey. Alors pour revenir à notre swinging et perfide Albion, effectivement, il y a des figures qui apparaissent. Morrissey, c'est le chanteur et le fondateur du groupe Les Smiths, qui est un groupe très célèbre. C'est un monsieur qui a une réputation sulfureuse, on n'aime pas du tout ce mot, qui est un peu galvaudé. C'est un homme assez bizarre, un peu réac, végétarien. Il a défendu National Front. Oui. C'est un grand artiste. Végétarien. Il est végétarien, absolument. Il a fait un album qui s'appelle Meat is Murder, je crois. Alors moi, ce que je reproche un petit peu à Morrissey, c'est qu'il est très critique envers la couronne anglaise. Et moi, j'aime pas trop qu'on se moque des figures de roi et de reine. Mais moi, je préfère des... Le pire, c'est que sa musique n'est pas très bonne, surtout. Non, je répondrai pas à ça. C'est quand même très largement plus sophistiqué et fin qu'Eric Clapton. Enfin, c'est un autre débat. Donc je reviens un peu... Non, on a voulu parler un peu de ces figures, pas seulement des rockers, c'est ce qu'on appelle ces aristo-rock un peu nonchalants et brillants. Le plus grand étant quand même David Bowie, quoi. Alors bien sûr. Qui dans le genre je crois que dans notre article, nous disons que c'est le saint patron putatif de... Et Brian Ferry de Roxy Music. Rappelons, mes amis, parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en conversation d'initiés. S'il vous plaît. David Bowie, pourquoi vous dites qu'il s'en souffre? En effet, David Bowie, à la fin des années 70, en voyage à Berlin, s'est, on peut dire, amusé en reprenant un certain nombre de symboles du Troisième Reich, et par pure provocation évidemment. C'était le romantisme noir, mais qui passait très bien à l'époque d'ailleurs, Patrick. Oui, non, mais il y a un peu un malentendu en France, parce que la pop anglaise a été un peu prise en otage par un journal qui a fait son travail à l'époque, qui s'appelait Les Inrecuptibles, qui à partir des années 80 a voulu montrer la pop anglaise comme une sorte d'idéologie progressiste, de gauche, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Les Anglais, si vous prenez par exemple les Who avec Roger Daltrey, sont des gens qui portaient sur leurs habits, c'était les fameux mods, ils portaient le drapeau anglais. Ils étaient fiers d'être anglais, c'est cette middle class anglaise qui a toujours été fière de ses origines. Fabien Nesgoda, dans un numéro d'Éléments, avait fait un très bon papier sur les Kings, qui revendiquaient leur tradition anglaise. Et ça, c'est quelque chose, en France, comme on ne comprend pas les paroles, on écoute ça, les Inrocks nous disent « Ah, vous en faites pas ».
les Arocs qui ont considéré que Morrissey était le dieu vivant de la pop, il faut le savoir. Aujourd'hui, ils ont quand même du mal avec ces déclarations. Ils avaient raison sur le plan musical, mais ils avaient strictement rien compris à son idéologie. Et les Anglais sont très fiers de leur pays. Ça, il ne faut jamais oublier que dans la culture populaire anglaise, le nationalisme fait partie de leur ADN, contrairement au système français. Alors, à propos d'Union Jack, je parle aussi de Liz Hurley, je crois, cette belle femme quinquagénaire un peu tapée, mais très belle, qui aimait beaucoup belle aussi. Femme quinquagénaire. Alors, retenez bien cette phrase, cette belle phrase quinquagénaire un peu tapée. Un peu tapée, voilà, qui avait posé, qui elle est Brexit, elle avait posé nue, avec un petit coussinet, un petit coussin à l'Union Jack, voilà. Alors, coussinet. C'est charmant. C'est un coussin, c'est un petit coussin, c'est un coussin modèle réduit, si vous voulez. Elle n'a rien à voir avec le rock, quoique je crois qu'elle soit la marraine d'un des fils de Noel Gallagher, le chanteur d'Oasis. Et elle a quand même joué dans les deux Austin Powers. Bien sûr. Qui sont vraiment les films emblématiques du swing London. L'excentricité, et un esprit parfois aussi de sérieux et d'aristocratie. En Angleterre, il y a toujours ces deux choses. Voilà, donc on a fait ce voyage-là un peu, où c'était un prétexte d'aller saluer nos cousins bizarres, nos cousins exotiques. Écoutez, merci. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Pourtant, d'habitude, le rock ne me passionne pas. Et j'ai été vraiment plus charme. Rajouter une chose peut-être sur le rock, puisqu'on parle pas seulement de rock. Oui, parce que le rock... Mais le rock, tout le monde n'est pas fanatique de rock. On peut écouter Wagner, si vous préférez, bien sûr. Mais nous aimons le rock parce que c'est aussi notre... C'est aussi notre musique, voilà, et qu'on a l'impression parfois que... Bon, l'Angleterre, on est parfois un peu jaloux d'eux, puisqu'ils ont effectivement... On est jaloux d'eux sur leurs stars de pop, comme le football et autres. C'est quand même d'un autre niveau que la France, voilà. On est un peu jaloux parfois. Et pourquoi est-ce qu'on aime ce rock-là? Parce que ça nous ressemble et on a l'impression que c'est ce qui nous reste un peu après la fermeture du bistrot et de l'église, quoi. La tribune et le concert de la salle de rock, c'est ce qui nous reste. Juste deux, trois derniers mots. Dans les figures, il y en a une qu'on a oubliée de ces Anglais baroque and roll, c'est Roger Waters, un des fondateurs du groupe Pink Floyd, qui est en même temps socialiste, pro-palestinien et qui défend la chasse à courre. C'est très anglais, ça. C'est très très anglais, en effet, oui. On aurait pu parler aussi de Divine Comedy, de Neil Simon, où on voit d'ailleurs que c'est une pop anglaise qui trouve ses racines aussi dans la musique populaire anglaise, qui n'est pas seulement une répétition du blues ou de la musique noire. Tout à fait. Mais on fera peut-être un jour une émission de 17h30 sur le pop rock. Voilà, on va proposer 18h30 ou une émission marathon sur la musique populaire anglaise. Chers, je me tourne maintenant. On serait capable de le faire. Mais j'en suis persuadé. Chers amis, je me tourne maintenant, vous voyez, je tourne comme ça parce que j'ai un fauteuil qui roule, vers François Bousquet. François Bousquet, directeur de la Nouvelle Librairie, François Bousquet. J'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal avec les prénoms, y compris avec ceux de mes filles parfois. Donc voilà. Mais alors François Bousquet, vous allez nous présenter maintenant un petit peu, peut-être, on va faire un petit paquet cadeau, si je puis dire, à la fois les autres thèmes abordés dans le dernier numéro d'Éléments, dans le numéro 180, et aussi, évidemment, des dernières publications de la Nouvelle Librairie, qui est le livre La Révolution nationale, d'un personnage qui vous est cher, qui s'appelle Georges Valois. Voilà, qui est assez emblématique de la Nouvelle Librairie et de la revue Éléments. Le numéro en kiosque aujourd'hui, la couverture, c'est une grosse titraille, à partir d'un entretien de Jérôme Sainte-Marie, un livre remarquable, Bloc contre bloc, la dynamique macronienne, où Sainte-Marie montre que le pays, la France en l'occurrence, se fragmente pas, contrairement aux thèses de Fourquier, de beaucoup de gens, une France en peau de léopard, non, dit-il, la France se polarise autour de deux blocs, de deux planètes, qui aspirent, dont le système gravitationnel aspire tout ce qu'il y a autour. Cette planète, c'est Macron, Marine, et le titre, Marine Le Pen, pardon, le RN en l'occurrence, mais les candidats ne sont pas importants en fait, ce sont surtout les blocs qui se dégagent. Il fait une lecture assez marxiste pour aboutir au populisme étonnamment. Et pour lui, il n'y a pas de plafond de verre pour Marine Le Pen. Nous qui pensions, en tout cas moi, j'avais l'occasion de le dire ici à Bistro Liberté qu'il y avait un plafond d'acier pour Marine Le Pen. Lui il nous dit non, la preuve en est, c'est qu'elle a fait 42% dans l'avant-dernier sondage. Et dans le dernier sondage, elle est à 45%. Elle n'a rien à faire par le dégagisme macronien. Elle capitalise d'elle-même les électeurs mécontents et protestataires, du gilet jaune au mélenchonien qui ne se reconnaît plus dans le parti. C'est vraiment un entretien choc, nous semble-t-il. Et on en a fait, Patrick Luzinski en a fait la couverture. Et il y a également un dossier qui, je crois, est assez intéressant sur le complot. On ne sait pas où se situer vis-à-vis du complot, puisqu'il faut se méfier et se défier de deux grands dangers, nous semble-t-il. Il n'y a pas de complot.
c'est la théorie du complot, où il y a des complots partout. Et on a essayé de monter un dossier, me semble-t-il, assez équilibré sur cette notion de complot, oui au complot, non au complotisme. Hein. Donc c'est une lecture un peu inhabituelle, autrement dit, faire une lecture non complotiste des complots, car il y a des complots depuis la nuit des temps. Et affirmer qu'il n'y a pas de complot, cette théorie du complot est un complot en soi. C'est la théorie de l'absence de complot. Elle est un complot à un autre titre, hein, c'est d'imaginer que les complotistes, il y a un complot des complotistes. Hein. Donc on essaye de rendre raison et de tordre le cou à ces lieux communs qui nous font croire que, d'une part, nous sommes dévorés par la théorie conspirationniste, hein, et d'autre part, on est une société totalement transparente et délibérative à elle-même, hein, où rien n'est opaque, hein, où tout est clair et visible. Ce qui n'est pas le cas de fait. Hein. Voilà en gros ce qu'on va retrouver. Et après, il y a 96 pages vraiment d'une très grande, me semble-t-il, densité. Nous avons une nouvelle rédactrice hein, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien, c'est Marie Chancel, hein, puisqu'elle travaille à TV Liberté, qui a fait un papier très bon, je trouve, sur ce qu'on appelle la brooklynisation du monde, hein, ou comment les centres-villes passent à un stade qui dépasse le cadre du bobo, où on vampirise l'ancienne culture ouvrière, entre autres le rock. Les rock, c'est archétypique. Comment les nouvelles classes dominantes, hein, avec du capital culturel, hein, donc les étudiants, les sociologues, les sciences humaines, les rockers, hein, se réapproprient tous les codes hein, de l'ancien monde, les codes des usines. Hein. Donc, j'invite pour les customiser en quelque sorte. Pour les customiser, pour les détourner. Remasteriser. Et pour s'acheter une conscience pop, artistique, hein, ouvrière, faubourienne. Hein, tout ce qu'il leur fait. Le béret et la table et la nappe c'est le poulbeau. Carreau. C'est le poulbeau qui est CSP+. Hein, c'est Sofoot et les Society, Cinéma. Donc en gros, voilà ce qui est l'élément. Et par ailleurs, nous lançons enfin, puisqu'il était temps pour nous n'avions jusqu'à présent qu'un blog. Hein, nous avons enfin, mon cher, parce que nous avons ici, cher François Bousquet, un des chevilles ouvrières, un peu plus que ça, du nouveau site internet. Du nouveau site internet, parce que ça c'est une nouveauté. Moi j'y étais encore hier. Félicitations. Oui, on a mis du temps. On a mis du temps. Effectivement, on était un peu en retard. Je pense qu'on avait à peu près 20-30 ans de retard sur le sujet. On avait un blog, un site marchand, un peu tout a été réuni dans un véritable site qui est qui est ouvert aujourd'hui, qui est en construction, mais enfin, on a maintenant une boutique qui fonctionne correctement, soit pour les abonnements, soit pour les anciens numéros. Aujourd'hui, par exemple, vous allez trouver toute la collection complète des nouvelles écoles depuis les années 68. Pas en libre accès, par contre, ah non, il faut les acheter, les acheter. On trouvera la même chose pour Éléments. Et petit à petit, les abonnés pourront créer leur compte, et tous les gens qui sont abonnés à Éléments, je les conseille d'aller sur le site et de s'inscrire. Et à partir de ce moment-là, avec un message, il suffit de mettre un petit message et ils pourront avoir accès à certains contenus qui sont les archives de la Nouvelle Droite qu'on est en train de mettre en place. Il y aura des goodies. Oui, il y aura des goodies. Il y aura Éléments, peut-être un un goodie, un petit gadget, un petit... Des tasses, des un pins Éléments, ou un truc comme ça. Un nœud papillon Éléments, c'est toujours pratique. On fera vos goodies sans problème. Mais oui, ça serait formidable. Un t-shirt à l'homme Benoît. Pour aller en boîte, c'est génial. L'intérêt, c'est que vraiment, on s'est aperçu qu'on avait aujourd'hui, je pense qu'on va mettre à peu près 5 à 6 ans à mettre toutes les archives en place. C'est à peu près 3 à 4 articles par jour qu'il faudrait mettre en place pour les archives. Et dans 3 ou 4 ans, on aura quasiment fini. Et dans 2 ans, je crois qu'on fêtera le 50e anniversaire de notre revue. C'est 50 ans, c'est l'âge... Là, je ne sais pas de qui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le site est en place. Le site est en place et je conseille vivement les gens à aller s'inscrire, à aller s'abonner parce qu'ils auront énormément de choses à découvrir avec des textes qui parfois... Et on assumera. Hein. Vous verrez si les gens vont voir les premiers textes de Nouvelle École, il y a des textes qui aujourd'hui sont un peu obsolètes sur la science, etc. Mais on assume tout, de A à Z, depuis 68 à maintenant. Je pense même pour les chercheurs, par exemple, qui veulent étudier la Nouvelle Droite, puisqu'en général on étudie la Nouvelle Droite par oui dire, enfin, en tout cas les mauvais chercheurs, il y en a quelques-uns d'excellents, ils pourront aller à la source. Ils pourront aller au moins à la source et ne pas lire leurs petits camarades qui déjà disaient des âneries sur la Nouvelle Droite. Il nous reste 4 minutes 21. Je vais me tourner. Est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, un enthousiasme, une déclaration d'amour, une déclaration de haine ou une publicité ?
Je vous conseillerais bien un coup de cœur. Nicolas. J'ai acheté hier, on va rester dans le domaine musical, le dernier album d'Ibrahim Malouf, et ce trompettiste libanais. C'est le neveu de l'historien Amin Malouf. Et cette particularité, c'est que chaque album, il change d'univers musical. Le dernier, il nous emmenait dans les Balkans avec de la musique serbo-croate, bosniaque. Et là, il fait un album brésilien qui est absolument sublime. Brésil. François Bousquet. Rien, coup de cœur, Si, le livre de Valois, mais peut-être qu'il y a oui, écoutez, excusez-moi. Livre de Valois, vous m'aviez dit que vous diriez quelques mots, on y reviendra parce que c'est un livre important. C'est un livre assez important. Préfacé par notre ami Guillaume Travers. Guillaume Travers, qui est donc le principal rédacteur économique de la revue Éléments et cofondateur de la Nouvelle Librairie, et qui a magnifiquement préfacé la réédition d'un texte de Valois qui était introuvable depuis très longtemps, qui s'appelle La Révolution nationale, qui est un texte assez court de Valois. Et la Nouvelle Librairie s'enorgueillit d'avoir ressorti ce titre-là, qui a permis de lancer les éditions de la Nouvelle Librairie, parce que nous nous sommes installés au 11 rue Médicis, dans le 6e arrondissement, il y a de cela un peu plus d'un an et demi, sans le savoir, dans les locaux même de l'ancienne Nouvelle Librairie nationale, qui était la librairie de l'Action française, et la librairie de l'Action française dirigée par Georges Valois, qui plus est. Donc on rend hommage à un grand ancien, et Valois a les codes, une configuration mentale qui est très proche de ce que nous faisons à Éléments. Il est insituable, il est absolument inclassable. Il n'est pas insaisissable, on arrive à le saisir, on arrive à le comprendre, il y a un fil rouge tout au long de sa vie. Mais si on s'en tient aux étiquettes, et comme dit Alain de Benoît, les étiquettes, c'est fait pour les pots de confiture, et la philosophie des idées ne relève pas de la gastronomie. Chez Valois, ça se vérifie, puisque pour le dire en quelques mots, Valois demeure socialiste, anarchiste, syndicaliste, d'Action française, donc royaliste, mais aussi fasciste, puisqu'il a créé le premier parti fasciste français, les premiers faisceaux français, qui a été une aventure éphémère, très brève, qui a duré 3 ans en tout et pour tout, mais la période la plus riche des faisceaux, c'est une année, républicain, et qui est mort en Allemagne du typhus, déporté. Donc à suivre le parcours, on se dit c'est un parcours chaotique. Non, il y a un fil rouge tout au long de cette vie, c'est revenir à une société quasiment trifonctionnelle. En fait, il est très attaché à l'ancien ordre du monde, qui a été mis à nu par Dumézil, qui était un ordre qui se divisait en 3 catégories: ceux qui travaillent, ceux qui produisent, en fait, donc l'économie, ceux qui se battent, les guerriers, les soldats, et ceux qui prient, ceux qui pensent, les philosophes et les prêtres. Et la Révolution nationale, c'est un texte qu'il a écrit en 1924, et c'est le grand livre sur la victoire volée, puisqu'on l'a oublié. C'est pour ça qu'il est bon de le relire. Il est à la fois d'une actualité très brûlante, puisqu'il parle de sujets qui sont les nôtres, l'éclatement des clivages, c'était déjà le cas il y a un siècle, et surtout la manière dont la victoire a été volée. Valois était convaincu que 14-18 allait retremper les nations européennes, et la France en particulier, les réinscrire dans une histoire chevaleresque, héroïque, avec une éthique sacrificielle, et il aurait voulu que cette victoire revienne aux soldats, revienne aux combattants. Or, elle est revenue aux financiers. Donc c'est une attaque en règle contre la bourgeoisie, mais il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, il veut remettre le bourgeois à sa place, la troisième fonction à sa place, elle est indispensable, elle est vitale, mais dans un tout organique, il reste assez maurassien, même si la rupture va être très brutale avec Maurras, il reste assez maurassien au ce sens qu'il a une vision traditionnelle de la société comme un organe, comme un tout, comme un cosmos. Merci François Bousquet. Je rappelle La Révolution nationale de Georges Valois aux éditions de la Nouvelle Librairie, préface de Guillaume Travers, qui est le chroniqueur économique d'Éléments maintenant. Encore peut-être il nous reste quelques instants, non? Non, juste pour Guillaume Travers, il a donné un entretien sur Brésinfo, ou alors vous le retrouvez sur le revueéléments.com. On a repris, et effectivement, il reprend cette thèse sur la troisième fonction. Et je pense que là, Guillaume est en train de travailler là-dessus, et je pense que c'est important. L'économie est souvent chez nous le parent pauvre. Cette troisième fonction, on n'en parle jamais. Et pour une fois, il en parle et réellement, il y travaille. Et il prend la suite de Valois, on a beaucoup d'égards, puisque Valois déjà est une anomalie au sein de l'AF. Personne à l'AF ne parle d'économie, parce qu'on considère que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être traité dans un canard culturel. Non. Merci. Je vous invite donc à lire ce numéro 181 d'Éléments, chers téléspectateurs. Je vous dis à dans 2 mois pour une nouvelle édition du Plus d'Éléments. En attendant, restez sur TV Liberté, il y a toujours de bonnes émissions à regarder. Au revoir.